Alors, bien le bonjour à tous. Je suis Estelle Galparoli de Ceneva et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette nouvelle webconférence découverte France Morneau qui est avec nous en direct. Bonjour France. Bonjour vous autres. Bonjour. Et bonjour à tous, vous qui nous suivez en direct ou bien en replay. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, France Morneau est conférencière, auteure et elle se définit également comme andragogue. Alors, qu'est-ce que tu entends par andragogue, France? Andragogue, c'est quelqu'un qui transmet de l'information, en fait, dans le monde des adultes. Pédagogue, ça s'adresse en particulier pour les enfants, en fait, les professeurs qui enseignent à l'école, au secondaire, primaire, et pour moi, au Québec, c'est comme ça. Et andragogue, ça veut dire « je m'adresse à des adultes », tout simplement. Très bien. Alors, tu es réputée également pour tes méditations guidées. Tu en as Oui. plus de 600 à ton actif, donc tu accompagnes beaucoup les gens à travers la méditation guidée, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et puis, depuis plus de 12 ans, tu accompagnes donc les gens dans une transformation personnelle également à travers des voyages initiatiques à l'étranger, pas seulement au Québec. Exactement. En fait, j'aime beaucoup les voyages à l'étranger parce que lorsqu'on amène les gens à l'extérieur de leur quotidien, ma consigne est toujours la même. C'est-à-dire, vous laissez derrière ce que vous connaissez de vous-même et vous vous laissez conduire vers l'inconnu de vous-même. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que les gens sont attachés à ce qu'ils connaissent. La méditation guidée, ça fait en fait je pense, plus proche de mon 14 ans que de ma 12e année dans mon parcours, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis avec le temps, j'ai découvert beaucoup de choses extrêmement faciles pour amener les gens vers la méditation et de rendre ça léger, agréable et surtout facile. Parce que beaucoup de gens vont dire « j'ai pas le goût », je suis pas capable, c'est difficile et j'amène les gens à trouver le pourquoi que c'est difficile en fait. Puis quand ils le savent, ça devient facile. Et ton approche, c'est également la neuroquantique. Alors, tu animes des ateliers en ce sens. Et comment tu définirais la neuroquantique? Parce que c'est tous des nouveaux termes, hein, tout ça. Ah oui, en fait, le terme, c'est moi qui l'ai composé parce que au départ, je vais mettre les choses un peu claires. Je suis pas une neuroscientifique, je suis pas une personne qui est allée dans les sciences, je ne fais pas ça. Mais par contre, j'ai suivi beaucoup de formations vers la neuroscience et la physique quantique, mais tout simplement dirigé vers la méditation. C'est ça qui m'intéresse. Comment le cerveau fonctionne quand on médite, comment est-ce que le corps fonctionne quand on médite, mais aussi la physique quantique est très intéressante au niveau de l'atome et quand on comprend, je rentre pas dans les détails lourds et difficiles de la physique, mais quand on comprend la physique quantique, le mysticisme vient s'expliquer par lui-même. Et j'utilise les deux mots, en fait, condensés, qui fait neuroquantique. Et quand j'utilise la neuroquantique, j'explique aux gens le fonctionnement de leur corps, leur vie devient beaucoup plus facile parce qu'ils ont une meilleure perception des mécanismes en place qui représentent l'ensemble de l'être humain. C'est pas dû à une élite en particulier, mais plutôt à l'ensemble des êtres humains. Tout le cerveau fonctionne de la même façon pour tout le monde et le corps fonctionne de la même façon pour tout le monde. C'est comme la science, c'est au-delà aussi des religions. Fait que moi, j'aime beaucoup utiliser la science parce que il n'y a pas d'attache ou détaché de dogmes ou de choses comme ça. Et toi qui vraiment connais très bien la méditation, est-ce que tu as identifié des résistances qui sont spécifiques aux Occidentaux? Est-ce qu'on médite de la même manière au Québec ou en France que les extrêmes orientaux méditent? Mais je pense qu'il y a une question de culture. Au départ, il y a une culture qui est installée. Mais si moi je reviens à l'enseignement de base, le corps réagit de la même façon. Donc, en fait, il va aller en fonction de tes croyances, de tes expériences vécues, de ce que tu ressens, de ton ensemble, en fait, de l'environnement dans lequel tu te déplaces. Alors que tu sois en Asie, que tu sois au Québec ou en France ou en Europe, peu importe, le mécanisme du corps va toujours agir de la même manière, peu importe qui on est dans la vie. La culture est une croyance en soi. Donc, si moi, je me dis asiatique, j'ai une culture asiatique avec une croyance qui vient derrière. Si je suis québécoise, j'ai une culture québécoise avec une série de croyances derrière. Et ce sont ces croyances-là et la culture qui vont entrer en difficulté, qui va opposer à la méditation. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les continents de toute façon, parce que c'est la même chose.
Donc on a les mêmes mécanismes corporels, c'est simplement nos croyances qui diffèrent en fait. Exact. Croyances et expériences vécues vont vraiment faire la différence entre on va dire l'espace, entre la capacité de pouvoir être capable de méditer. J'ai rencontré quelqu'un hier, un homme qui me disait, moi j'ai essayé ça quand j'avais 20 ans, ça a jamais fonctionné, puis moi je suis pas fait pour ça. Et quand les gens me disent, c'est pas pour moi la méditation, alors je leur dis, ok, c'est pas pour toi la santé, c'est pas pour toi le calme, c'est pas pour toi d'être en paix, c'est pas pour toi d'avoir une vie plus harmonieuse, c'est pas pour toi d'avoir un équilibre dans ton environnement et avec les gens. C'est ça que les gens refusent. Et la liste est encore beaucoup plus longue au niveau juste de la santé, puis ce que ça comporte dans le corps. Peut-être que ça provient aussi d'une expérience qui ne nous a pas convenu, donc on se fait une idée de la méditation, puis on se dit ça peut pas avoir de place dans ma vie, dans mon quotidien, quoi. En fait, parce que l'enseignement, surtout, on dit en méditation, ce que j'entends le plus souvent, c'est il faut s'asseoir, avoir l'esprit vide, ne penser à rien, avoir la pleine conscience. La liste est longue et quand on parle d'une personne qui est analytique, une personne analytique, c'est pas nécessairement une personne qui est cartésienne, c'est une personne qui s'assoit, qui a beaucoup de choses dans sa tête et qui réfléchit. Alors, le mode initial du cerveau, c'est de penser. On peut pas enlever à l'humain l'idée de penser parce que c'est sa base, la pensée. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais plutôt comment je vais gérer mes pensées. Et si je sais pas comment le corps fonctionne, automatiquement, les pensées vont faire obstruction à la capacité de méditer. Moi, quand j'ai commencé, là, je me souviens d'être assis dans le fond de la cour. Et on me dit, j'avais 3 enfants, une business, j'avais je sais plus combien d'oiseaux, je suis une femme d'oiseaux, j'avais une volière d'oiseaux, et je voulais trouver la tranquillité. Je m'assois, je fais 30 secondes, ma tête est bousculée de choses que je dois faire, de l'impression de perdre mon temps, l'impression de pas être capable. J'ai réessayé, je sais pas combien de fois, je me suis mis à pleurer parce que j'essayais tellement, mais j'y arrivais pas. Et ça peut être le contexte de beaucoup de gens. Je donne un petit exemple, mais si les gens travaillent énormément, ils vont dire, ben, le facteur temps va être déjà là. Moi, j'ai pas le temps parce que ma vie est pleine. Puis les raisons sont vraies. Mais quand j'arrive avec mon travail, puis j'explique que les justifications et les excuses ne sont que des mécanismes du corps pour t'empêcher d'aller vers un changement. Et la méditation, c'est normal, ça va t'amener un changement intérieur, c'est sûr que le corps va faire une objection. Peu importe l'excuse ou ce qu'il va t'envoyer comme signal, il va être extrêmement convaincant. Est-ce qu'on peut comparer les objections que le corps nous envoie face à la méditation est-ce qu'on remarque le même genre de réaction du corps face à tous les types de changements? Tout à fait. Est-ce qu'on peut rejoindre le changement et la pratique de la méditation? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. À partir du moment que le corps ressent un changement à lequel on est opposé, le corps y réagit. Il va réagir de manière physique, physiologique, chimiquement, neurologiquement, biologiquement. En fait, il va réagir de toutes les manières. Et ça va utiliser 85% de l'énergie du corps pour aller opérer un changement. Alors, on peut imaginer que moindrement que le changement est grand, quel qu'il soit, ce changement-là, c'est la force, c'est l'énergie qui va être demandée ou consumée au corps pour modifier sa chimie interne, puis de l'accepter, cette nouvelle chimie-là. Donc, le corps, comme moi je le dis souvent, il est dopé, il est absolument dopé de la chimie que le cerveau va produire. Donc, lui, ce qu'il veut, il veut rester dans ce qu'il connaît. Donc, dans sa chimie que le cerveau va émettre via le tronc cérébral, puis aller dans la colonne vertébrale, donc dans la moelle épinière. La chimie nouvelle que le corps va recevoir, il va dire, j'en veux pas, je veux mon ancien, je veux ce à quoi je suis habitué. Et ça, c'est des réflexes très, très rapides. Les gens pensent à tort, puis c'est comme ça qu'on a été enseigné, que le corps, c'est le cerveau qui décide sur le corps, mais en fait, c'est totalement le contraire. Et ça, je l'explique très, très bien, pas assez bien, je l'explique extrêmement bien dans les ateliers. Et c'est le concept le plus difficile à maîtriser parce que c'est plus facile d'excuser ou de se justifier pour ne pas faire que de faire le saut et d'y aller, en fait. Donc, tu dis que le corps est le boss de notre esprit.
C'est vrai qu'on entend souvent l'inverse. Est-ce qu'il n'y aurait pas une interaction dans les deux sens? En fait, c'est une illusion qu'on a l'impression que le corps, on a une illusion qu'on contrôle notre corps. Et en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule, en fait. Le corps, c'est le corps émotionnel. Il y a énormément de neurones qui sont installés dans le corps, en fait, dans les intestins et tout. Donc, ça, déjà là, c'est un immense cerveau. Là, j'ai pas le chiffre en mémoire rapidement comme ça, mais la quantité est astronomique de neurones. Bon, ça, c'est une chose. Le corps, s'il y en a des gens dans le public qui ont fait de la synergologie, on sait qu'en synergologie, donc qui est l'étude des mouvements du corps, le corps va répondre bien avant que l'esprit ait la réponse. Par exemple, si, lorsque j'ai des gens en consultation, je leur demande, êtes-vous d'accord avec ceci? Ils vont me dire oui. Alors, ils ont dit oui avec leur tête, avec leur conscience, mais la tête a fait signe que non. Donc, le corps, il n'est pas d'accord, mais l'esprit a dit oui. D'une autre mesure, on va dire que notre conscient, avec celui avec lequel je discute présentement avec toi, c'est 5%. Le reste, c'est 95%. Mon corps, lui, vit dans les 95%, c'est-à-dire qu'il me connaît beaucoup mieux que moi-même. Fait qu'il va aller puiser dans mes expériences tout ce qu'il connaît de lui pour m'envoyer des signaux pour me garder dans mon ancien ou dans mon connu. Donc, l'esprit ou le cerveau va toujours aller vérifier comment est-ce que mon corps ressent. Alors, si j'ai un environnement, par exemple, qui m'amène dans une mémoire ou dans une expérience que j'ai vécue dans le passé, dont ma conscience ne se souvient pas, le corps, il va éprouver un malaise. Alors, le corps envoie le signal, le cerveau perçoit le signal, et à ce moment-là, il va émettre une pensée complètement conforme à comment le corps ressent. Alors là, c'est là qu'il devient le cercle vicieux. Ben non, mais j'ai pensé, mais là, je suis pas bien chez moi. Puis là, après ça, on dit, OK, moi, je suis pas bien chez moi. Je vais nourrir l'émotion qui est dans le corps qui a besoin. Donc, je vais continuer à fabriquer ma pensée conforme à ce que mon corps ressent. Alors, chaque pensée qu'on fait émet une chimie. Peu importe qu'est-ce qu'on va penser, une pensée ressentie que j'entends, c'est-à-dire si je pense pour aller au dépanneur, aller au magasin du coin, il n'y a pas d'émotion dans ça, ça devient juste une pensée qui est sans conséquence. Mais par contre, si je me mets à penser je sais pas, à mon divorce, penser au travail qui me convient pas, l'émotion ressentie va être négative et le corps va recevoir ceci. Alors, si chaque jour, une personne est constamment prise dans son problème ou dans sa problématique, le corps va devenir, on va dire, dépendant de cette chimie-là. Et là, il va provoquer des pensées pour revenir toujours dans le passé, parce que lui a besoin d'avoir la chimie du corps pour la chimie, excusez, le cerveau va émettre conforme à comment est-ce que le corps ressent. Alors, si moi, je décide de dire j'ai une pensée positive et je suis fatiguée d'aller dans mon passé et je veux aller vers des choses positives vers l'avant, mon corps, il va commencer à s'objecter. Il va aller dire, ben non, je suis pas d'accord, fait qu'il va provoquer des situations qui vont devenir conformes à ce qu'il y a de besoin. C'est l'insatisfaction, enfin le déséquilibre corporel qui est instinctif, oui, qui va aller provoquer, créer, générer des pensées. En fait, il ne provoque pas, c'est le cerveau va lire comment est-ce que le corps ressent. Et lorsque le corps ressent, il va émettre une pensée conforme à ce que le corps ressent. Et c'est là la difficulté que les gens ont à dire, oui, mais moi, on me dit tout le temps d'écouter mon corps. Mais en fait, le corps, il nous envoie pas tout, en fait, le plus fréquemment, pas au bon endroit. Parce qu'il veut toujours retourner dans ses habitudes. Si c'était si facile de changer une habitude, un comportement, une croyance, tout le monde le ferait et on serait extraordinairement bien dans notre vie. Juste de penser, par exemple, donner un exemple un peu comment le corps fonctionne. Je vais m'adresser à tout le monde. Pensez à un moment que vous avez fait le choix de prendre soin de diète, de commencer de l'exercice physique. Alors, on est souvent enthousiaste de commencer. On commence une journée, deuxième journée, troisième.
Puis à un moment donné, on a une objection genre, ça me tente pas, j'ai pas le goût. La salade, c'est pas mon affaire. Le sport, j'aimerais ça m'entraîner, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'après 4 jours d'entraînement, j'ai le droit à un repos. Tous ces commentaires-là qu'on entend intérieurement, c'est le corps qui envoie son insatisfaction. Et là, il va faire jouer de la fatigue, de l'épuisement, de l'irritation, peu importe ce qu'il va envoyer comme signal, il va l'envoyer conforme à ce que la personne allait au niveau de ses croyances, au niveau de ses expériences vécues. Alors, par exemple, quelqu'un arrête de fumer. Il fait quelques semaines, il a arrêté de fumer. Tout d'un coup, il dit, OK, je pense que je suis correct d'avoir arrêté de fumer. Et là, il va se tenter par une nouvelle cigarette. Et cette nouvelle cigarette-là, il va dire, c'est pas grave, ça fait 6 semaines que je fume plus. Il va la prendre. Le corps reconnaît. Puis, c'est certain que dans les prochains jours, la personne va avoir recommencé à fumer. Bon. Alors, c'est pas grave. La personne écoule un certain temps, puis elle dit, OK, je vais recommencer à prendre la décision d'arrêter de fumer. Alors, la deuxième fois est plus difficile. Pourquoi? Parce que le corps sait jusqu'où il est allé la première fois. Donc, la deuxième fois va exiger plus d'efforts du corps. La troisième fois, c'est encore plus difficile et la quatrième fois, c'est souvent indescriptible, comme volonté de vouloir arrêter. Alors, plus on arrête une chose, plus que si on abandonne, l'abandon la prochaine fois, ça va prendre plus de temps pour le dépasser. Alors, c'est une forme de cercle vicieux qui était, j'appelle ça insidieux à quelque part parce que le corps nous manipule constamment, on s'en rend pas compte. Je peux expliquer aussi le sabotage avec tout ça. C'est incroyable le sabotage quand on le comprend. Est-ce que je peux juste te poser une question avant qu'on aborde le sabotage, qui est vraiment une partie fort intéressante, que je resitue ce que je voulais te demander. Oui, c'est comment s'assurer dans ce cas, si on reprend l'exemple du sport, admettons, pour suivre vraiment ce que tu as commencé à expliquer, comment peut-on s'assurer que si on décide de faire du sport, si on s'astreint, admettons, on se dit bah voilà, il faut que j'en fasse 3 fois par semaine. Admettons que mentalement on décide cela en pensant que c'est bon pour notre corps, bon pour notre équilibre, etc. Si un jour on le sent pas au niveau du corps et qu'on se dit bah là c'est mon corps finalement qui c'est pas forcément mon corps qui a besoin de repos, ça peut être dans ce cas le corps qui a du mal à changer sa chimie et qui a du mal à s'y mettre et c'est peut-être une excuse donc on va y aller quand même. Comment s'assurer que c'est pas le mental qui va imposer quelque chose qui ne nous sert pas dans l'instant? Comment tu fais? En fait, j'appelle jouer avec l'honnêteté parce que il n'y a que nous qui nous connaissons mieux que quiconque. Alors, je peux décider OK, le corps a toujours de l'énergie. Avant qu'une personne tombe par terre, qu'elle soit carrément épuisée, la résistance du corps est énorme. Donnez un exemple. Vous arrivez le soir, vous êtes fatigué, vous avez eu une grosse journée et vous êtes épuisé, puis vous vous asseyez devant la télé et vous dites, moi, je me bouge pas de là, j'ai plus d'énergie, j'ai tout donné. Le téléphone sonne et tout à coup, c'est une amie qui vous appelle, que ça fait des années que vous n'avez pas vu, elle passe en ville et c'est une opportunité ce soir-là de la voir. Et tout à coup, vous avez de l'énergie comme jamais vous en aviez eu. Et là, vous sortez, vous allez dans un bar, vous passez une magnifique soirée et où était la fatigue? Elle n'est plus là. Cette expérience-là, moi, je l'ai vécue souvent dans mon travail, donc je travaille beaucoup. J'ai du plaisir à faire ce que je fais, mais je ne sais pas combien de fois le corps, à un moment donné, m'envoie un signal, je suis vraiment fatiguée. Et là, quand je me pose réellement la question, c'est ce que je suis en train de faire, j'ai pas le goût de le faire. Parce que c'est peut-être une étape dans mon travail qui me demande plus d'énergie, que j'ai moins de plaisir. Et là, le corps va envoyer tous les signaux du non-dépassement et va me convaincre en disant, écoute, t'es fatigué, puis là, je vais ressentir tous les syndromes de fatigue. Et par expérience, lorsque je dépasse cette illusion-là que le corps m'envoie,
Je trouve ça très étonnant chaque fois, comment est-ce que j'ai de l'énergie, puis finalement, je termine, puis j'ai pas de fatigue. Et la vraie fatigue physique, elle n'est pas mentale, elle est vraiment physique. Une physique mentale, c'est souvent des gens qui aiment pas ce qu'ils font, s'épuisent à quelque part dans un domaine dans lequel ils sont plus en accordance avec leur être. Et là, ce type de fatigue-là va miner la personne. Ça c'est un autre dossier aussi. Il est vrai que lorsqu'on se sent pas en accord avec ce qu'on fait ou la situation qu'on vit, on se vide. Oui. C'est certain. On n'entendra jamais quelqu'un qui est en burn-out puis qui va dire qu'il aime son travail. C'est pas possible. Il n'y a pas de personne qui fait un burn-out quand il aime son travail. C'est complètement impossible. Je n'oublie pas le sabotage. Je vais prendre une question parce que ça arrive au niveau du chat. Si tu veux bien, il y a Olivier qui nous dit le burn-out et la dépression sont donc l'absence de joie dans ce que l'on réalise. Oui, tout à fait. Le burn-out et la dépression. La dépression, surtout, elle est placée sur des gens, les gens qui vont placer leur attention sur des choses du passé qui ne vont pas du tout. Donc, ils sont constamment dans leur quotidien en train de penser à l'événement qui a eu lieu et c'est pas nécessairement toujours de manière consciente, mais c'est comme leur vie est basée sur un passé qui est malheureux. Quand les gens ils sont heureux de leur vie actuelle, ils sont heureux, sont proactifs, ils vont bouger. Le burn-out indique vraiment une fatigue, puis tout ce que j'ai vu en consultation depuis les 12 dernières années qui étaient en burn-out, ils étaient soit fatigués de leur couple, fatigués de leur travail, fatigués d'un environnement. Il y avait une très grosse lourdeur à gérer. On n'est pas en burn-out quand on aime notre travail, quand on est bien dans notre vie. C'est complètement le contraire de ça, en fait. Alors, oui. Parle-nous du sabotage, de l'auto-sabotage. Le sabotage, je vais en parler à partir d'une expérience que j'ai vécue ce printemps, au mois de mai. Je prenais un cours ici pour devenir conférencière et j'ai fait ça j'ai pris un cours avec Chantal Lacroix, qui est une personnalité ici au Québec, et Geneviève Yang aussi, qui est une personne connue quand même un peu partout dans le monde. Et j'ai à faire une prestation devant 100 personnes et les 100 personnes commentaient et tout ça. Bon. Alors, je fais la prestation, j'ai une ovation, c'est extraordinaire. Chantal Lacroix, elle arrive, elle me dit « wow ». Geneviève Yang, la même chose. J'ai les éloges et tout. Alors, on est le samedi soir, je rentre chez moi, je suis super de bonne humeur, puis ça va bien. Le lendemain matin, je me réveille et je me lève comme une crêpe au plancher. Ça va pas du tout. Et là, je tombe dans ce que je connais, mon pattern personnel, qui est d'une forme de dépression où je suis en train de me dire, dans le fond, je suis pas bonne, je suis de la merde. Tous les commentaires destructifs passaient un après l'autre et j'étais en train de démolir, en fait, ma journée d'hier soir, mais je comprenais pas non plus qu'est-ce qui se passait dans ça. La journée passe et en même temps viennent les états que je connais très bien de la dépression, mais aussi suicidaire, mais pas enlever de l'homme, enlever la vie, mais plutôt le mal-être qui est vraiment intense dans le corps, puis à me re-questionner sur ma vie, puis dans le fond, je devrais arrêter ce parcours-là, c'est pas pour moi. Bref, 4 heures de l'après-midi, j'ai la tête à côté dans le salon chez moi, je regarde dehors et tout à coup, ça me dit, mais ils sont où tes enseignements? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu connais? Et là, j'ai vu le corps en action. Et là, j'ai vu le corps qui m'envoyait dans moi, dans tous les signaux chimiques, qui connaît la raison de chaque fois que j'ai abandonné. Donc, la dégradation par rapport à mon estime. Tous les signaux de ce que j'ai fait dans le passé que j'ai pas continué. Et là, j'ai vu chaque fois que je suis eu près du succès, j'ai tombé dans cet état-là et j'ai abandonné. Et là, j'ai dit, non, ça suffit. Non, c'est pas vrai. Non, je veux continuer à faire ce que j'ai. Et ça a été un flip instantané. Et dans l'instantané, je suis redevenue wow. Et de là, ma vie, elle a changé. J'ai arrêté de reproduire le saboteur en moi qui faisait ça. Et je me suis rendu compte qu'avec cette expérience-là, que ceux qui sabotent,
sont juste, moi j'appelle ça être sur le palier du pas de la transformation. Donc, tu es sur le pas de la porte, et plus la souffrance émotionnelle est grande, plus que la transformation pour aller vers l'inconnu, vers ce qu'on veut aller, est juste là. Alors, la plupart des gens reculent vers cette porte, quand on est sur le palier de la porte, en fait. Merci beaucoup pour ton témoignage, France. Est-ce que ça vous explique assez vite? Oui. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, sur le chat, n'hésitez pas à donner vos commentaires. C'est par la reconnaissance de ces phénomènes corporels que tu as identifiés. La prise de conscience t'a permis, dans l'instant, complètement de changer de manière durable l'attitude et donc ta vie. En fait, j'enseigne aux gens à devenir un parfait observateur de sa vie, non pas en tant que pour se flageller de pas être correct, mais plutôt de reconnaître est-ce que le signal que je ressens de ne pas faire ceci est une fuite à ne pas me changer ou me transformer. Puis je vous dirais là que ce signal-là, il peut être très puissant et convaincant. Il peut être extrêmement convaincant parce qu'on peut obtenir des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, une fatigue intense dans le corps qui est très, très convaincant à ne pas faire. Puis c'est tout là le défi qu'on a avant. Fait que dans le fond, si on reconnaît le corps, comment il agit, comment est-ce qu'il envoie son scénario pour nous convaincre, on vient d'avoir la fondation pour réussir notre vie, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie. Alors, quand les gens méditent pas, c'est ce que le signal du corps envoie, entre autres, il y a d'autres choses aussi, mais le signal du corps va dire, écoute, si tu commences à méditer, je vais te prendre une nouvelle forme, moi là, puis je suis pas tout à fait d'accord avec ça, donc je vais m'opposer totalement. Ça nous amène à une question de Anna Ben Ali. Comment expliquer les pensées négatives, parfois destructives, qui nous passent par la tête et empêchent de vivre des moments de bonheur? On se gâche parfois très facilement la vie. Oui, parce que notre environnement, l'environnement est le grand déclencheur des émotions dans le corps, des expériences qui va amener le signal au cerveau.